Bonjour et bienvenue au 25e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Comment ça va, Vince? Ça va bien, et toi? Je pense que ça m'a pris 25 épisodes pour te demander ça. C'est vrai, hein? T'es bien mal poli. Alors, aujourd'hui, notre thème, ça va être les jeux de civilisation. Et de mon côté, je vais vous parler du jeu Imperium classique. Et de mon côté, je vais défendre Sid Meier's Civilization A New Dawn. Et ça va être pour plus tard dans l'émission, parce qu'avant, comme le veut la tradition, on va vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Et toi, Sam, à quoi t'as joué récemment? Ben, j'ai sorti un vieux classique qui est maintenant de retour en socio-financement en ce moment. C'est le jeu Ra du Dr. Rainer Knizia et publié originalement en 1999. C'est presque aussi vieux que toi, ça. Ouais, on rajeunit pas. Mais c'est un jeu qui est aussi bon qu'il est vieux, je te dirais. Dans le fond, c'est un jeu d'enchères. À notre tour, on a deux options. Soit qu'on pige une tuile puis qu'on la rajoute sur le plateau pour être aux enchères, dans le fond, dans le lot qui va être aux enchères. Ou on décide que justement le lot des tuiles qui est déjà là est assez juteux que on déclenche une enchère pour ce lot-là. Puis les tuiles, dans le fond, il va y avoir différents types là, qui vont tous scorer des points de façon un peu différente. Là. Il y en a qu'il faut que t'en collectes plus que les autres joueurs. Il y en a d'autres qu'il faut juste que t'en aies un certain nombre. Puis plus t'en as, plus tu fais des points. Puis etc., etc. Fait que les différentes tuiles vont avoir différentes valeurs qui seront pas nécessairement les mêmes pour tous les joueurs. Puis il y a certaines tuiles que quand on les pige, dans le fond, ça déclenche automatiquement une enchère. Puis un coup qu'on a pigé assez de ces tuiles-là, dans le fond, ça va automatiquement mettre fin à la manche, puis on pourra pas faire tous les achats qu'on voudrait, dans le fond, qu'on pourrait faire. Parce que la twist, c'est que en début de partie, tout le monde va avoir 3 tuiles de mise, si on veut. Fait que moi, je pourrais avoir, mettons, le 13, le 9, puis le 2, puis toi, tu pourrais avoir le 5, le 8, puis le 12. Fait que quand tu veux faire une enchère, faut que tu utilises une de ces 3 tuiles-là. Puis si tu gagnes l'enchère avec ta tuile, elle va faire partie du prochain lot qui va être mis aux enchères. Fait que tu peux la reprendre. Tu pourrais théoriquement la reprendre, mais les autres joueurs vont peut-être vouloir venir te la chercher. Fait que même si des fois les tuiles sont comme pas tant bonnes, mais si c'est le 13 qui est comme la valeur la plus haute, qui est la tuile qui est là, ben tu vas peut-être vouloir déclencher l'enchère plus vite, quitte à te ramasser des tuiles qui sont un peu de la crap. Parce que t'as même des tuiles qui sont des négatifs, en fait, que quand t'es gang, ça pète tes autres tuiles que t'avais déjà, ou... Fait que tu sais ça, il y a des petites twists comme ça. Puis dans le fond, t'as juste 3 tuiles. Fait qu'à chaque aire, ou à chaque ronde, si tu veux, tu vas juste pouvoir gagner 3 lots. Mais si les tuiles ras sortent toutes vraiment rapidement, mais ça se peut que tu sois pogné avec des tuiles que t'as pas utilisées puis que t'as pas gagné de lot avec, tu sais. C'est ça qui m'est arrivé 2 fois Ouf. dans la partie que j'ai jouée. Fait que faut un peu que tu gères justement en fonction de ce qui sort, comment de tuiles ressort. Est-ce qu'il faut que tu décides un peu de te jeter dans l'eau pour essayer d'accumuler des choses en prévision que la prochaine sorte bientôt? C'est ça. Puis tu sais jamais justement quand est-ce que la prochaine va arriver. Puis tu sais, je pense qu'il peut en sortir une dizaine avant que ça trigger la fin du round. Fait que quand il y en a 4-5, tu te dis ah c'est pas trop grave. Mais là quand ça va avoir 6-7, tu sais, c'est arrivé une couple de fois qu'on a pigé genre 3-4 de suite. Fait que là c'est comme tac tac tac, la ronde est finie, il me restait mon 13 puis mon 11, puis j'étais comme calique. Maudit. Puis c'est ça, le jeu est présentement... la campagne est finie, mais c'est toujours possible de late pledge sur GameFound. Donc la nouvelle édition par 25th Century Game. Il y a comme 2 versions, là. Il y a une version méga deluxe là, avec des tuiles en plastique, full bling, ou la version avec les tuiles de carton bien ordinaire qui va super bien faire la job. On sent à peine le jugement, ça. Non, mais écoute, si t'aimes le jeu, parce que c'est quand même un classique que beaucoup de monde ont joué puis ont aimé, puis ça faisait longtemps qu'il était... demandé. Ouais, c'est ça, qu'il était out of print, fait que c'est cool qu'il revienne, puis en plus, s'il revient avec une version de luxe, s'il y en a qui veulent se payer ça, ben tant mieux pour eux. Donc c'était Ra de Rainer Knizia.
Puis toi, Vince, quel jeu t'as joué récemment? Dernièrement, j'ai joué à un jeu que je sais que tu n'aimes pas beaucoup. C'est le jeu Time Stories des éditions Space Cowboys qui a été designé par Peggy Chasney et Manuel Rozoy. Donc, dans Time Stories, chaque joueur est un agent de l'agence Time, dont le rôle est de maintenir l'ordre dans l'espace-temps. Et de temps en temps, cette agence-là doit intervenir à des événements clés du passé pour éviter qu'il y ait des embranchements puis qu'on brise le futur. Là. Fait qu'ils ont copié la série Loki sur Disney+. Ben, ça a été fait un peu avant, mais c'est vrai que peut-être que les BD sont sortis, les comics sont sortis avant Time Stories. Mais c'est ça, c'est un concept intéressant qui permet dans le fond de faire différents scénarios dans différentes époques puis dans différents univers. Le jeu de base, dans le fond, ça consiste à chaque joueur va décider d'un personnage, un réceptacle qu'il va incarner dans le passé, et il va falloir résoudre une problématique. Souvent qu'il y a un lien avec l'espace-temps qui est brisé, puis il faut régler le problème. Donc, chaque personnage va avoir des habilités particulières, des stats aussi qui vont être variables. Fait qu'on peut avoir des personnages qui vont être très axés combat, d'autres qui vont être très axés agilité ou très axés autres habilités, parce que dans le fond, dans chaque extension de Time Stories, on joue un scénario qui est différent, dans un univers différent. Il y en a, le premier scénario, dans le fond, il se passe dans un asile, où il faut essayer de trouver un portail démoniaque. Puis on en a une où il y a une invasion de zombies, on en a une où on est dans le pôle sud, puis qu'on essaye d'empêcher un dieu très ancien d'arriver. Fait qu'on a vraiment plusieurs univers, plusieurs histoires différentes. Et le concept, c'est qu'on va avoir un nombre d'actions, un nombre de tours limite pour pouvoir réaliser le scénario. Et dans ce cas-là, il va falloir faire des choix. Donc on a le jeu, c'est en fait un gros paquet de cartes qui représentent chacun des lieux différents, des objets. On a aussi des cartes, fait qu'on va se déplacer de lieu en lieu. Une fois qu'on arrive dans un lieu, on tire toutes les cartes de cet endroit-là. Admettons si c'est un salon, on va avoir des emplacements salon. Puis là, les joueurs en équipe doivent dire, OK, moi dans le salon, je vais aller voir le petit vieux qui fume sa pipe. Moi, je vais aller regarder le tableau qui a l'air louche. Puis moi, je vais aller fouiller dans les centres du feu, admettons. Fait que là, on commence à se placer. Chacun des personnages après ça qui va avoir été dans un endroit prend la carte de l'endroit, lit une petite description, souvent un petit flavor text qui dit qu'est-ce qu'il y a là. Puis on va avoir des fois une épreuve à effectuer où on va avoir des objets. Fait que c'est un peu ça comme ça. On découvre un peu l'intrigue à mesure qu'on va visiter les différents endroits puis qu'on réalise les différentes épreuves. Jusqu'à temps qu'on manque de temps puis que le jeu nous force à tout recommencer du début. C'est vrai. Si on manque de temps, il faut recommencer, mais là, ça nous donne une opportunité de changer nos personnages ou d'essayer d'arriver à une autre stratégie. Ou maintenant qu'on a un peu fouillé les différents endroits, on peut maintenant savoir où ça vaut peut-être plus la peine d'aller, quels sont les endroits qu'il faut éviter, puis quel va être le chemin un peu plus optimal. J'avoue que la plupart des scénarios, on n'a pas été en mesure de les faire du premier coup. Je pense qu'il y en a juste un qu'on a réussi d'un coup, puis c'était un peu par chance. Parce que c'est vrai que dans ce jeu-là, il y a quand même beaucoup... La chance joue quand même un rôle assez important parce que... Il y a beaucoup de cartes qu'on revire, puis dans le fond, au lieu d'être un indice ou un objet qu'on peut ramasser, c'est genre une épreuve qu'il faut faire, puis là, il faut utiliser les différentes statistiques des personnages. Puis on roule des dés, puis là, ben dans le fond, on est aux aléas des dés, qui peuvent des fois être en notre faveur ou pas. Puis toutes les fois qu'on change de place aussi, on va perdre un nombre de temps qui est variable puis qui dépend des dés. Ça peut être de 3 à 0 unités de temps. Puis tu sais, comme dans une run, on a quoi, 20, 30 d'habitude? Ouais, ça va dépendre des scénarios. Fait que tu sais, tu peux perdre 10% de toutes tes ressources de temps en un jet de dés. Comme tu peux ne pas en perdre du tout. Fait que tu sais, la variance est quand même assez grande. Mais là où c'est le fun, c'est un peu plus... c'est l'exploration, c'est le mystère, les secrets que tu vas découvrir en fouillant les pièces. Plus que la mécanique du jeu comme tel. C'est plus... C'est ça, c'est plus l'exploration, moi je pense, qui est le fun du jeu. Puis les interactions qu'on a entre nous autres que la mécanique de brasser des dés. Parce que c'est vrai qu'il y a pas grand chose qui... Il y a des fois des éléments qui nous permettent de mitiger un peu les dés, mais c'est pas dans tous les scénarios, puis c'est pas tous les bonhommes qui nous permettent de faire ça. On a peut-être cet aspect-là qui est un peu moins solide quand on est un gamer aguerri. Ah, vraiment. Tu sais, moi je trouve que il fait pas les combats puis les checks d'habileté très bien, là. Tu sais, les choix de personnages, j'en ai pas vraiment, là. T'as tout le temps 6 personnages puis
Puis il y en a 4 qui sont meilleurs que les autres puis qui sont plus balancés. Là. Tu vas pas prendre 3 qui ont la même habileté forte. Là. Non, c'est sûr que tu vas viser à faire un groupe qui est équilibré, mais des fois, tu peux être surpris à aller prendre les personnages qui ont peut-être l'air moins bons, mais qui, à des moments clés, permettent d'avoir quelque chose de plus. Comme moi, un scénario qu'on a fait, c'était l'expédition Endurance. Il y avait un bonhomme, c'était un chien. Je pouvais pas prendre d'objet, je pouvais pas parler. Mais il est arrivé à plusieurs endroits où, vu que j'étais le chien, j'avais un gros bonus, un gros avantage, puis ça m'a permis de réaliser des trucs qu'on n'aurait pas pu réussir autrement. Ouais. Ça, c'était un peu pour le trick, le fun de prendre un chien, là. C'est sûr que si t'as le mindset, tu sais, ok, je veux réussir, on va essayer d'être optimal, puis on va tout faire équilibrer, tu vas pas aller vers ces bonhommes-là. Non, mais pis tu sais, là, va falloir que tu le fasses une fois, tu vois que tu peux pas aller là parce que t'as pas le chien, fait que va falloir que tu recommences, puis tu reviennes en changeant, fait que, tu sais, c'est comme... Pis ça, c'est une affaire. Tu sais, il y a des petites affaires cool qui rajoutent à chaque extension, là, qui ont leur petit côté unique comme ça, là, mais au final, moi j'ai trouvé que c'était plus de trouble que de fun. Là. Parce que, justement, t'es tout le temps en train de recommencer les mêmes affaires. Le système de combat, mécaniquement, il est pas top. Puis, tu sais, le système d'histoire pis de mystère, je trouve qu'il y a d'autres jeux qui le font mieux aussi. Là. Si tu veux un genre de point and click aventure que tu cherches à résoudre un mystère, je trouve que Unlock fait à peu près ça, mais beaucoup mieux. Unlock a peut-être aussi, tu sais, des puzzles un peu plus développés. C'est ça, pis, tu sais, au moins, il te donne des indices, pis comme, il y a une logique à pourquoi qu'aller là, c'est mieux que, ou tu sais, en Time Stories, là, tu fais juste, faut que t'ailles partout, pis si t'es chanceux, tu vas où ce qu'il fallait que t'ailles, pis tu sais, t'as comme pas vraiment d'indice qui te dit que ce lieu-là est plus important qu'un autre, ou que quand t'arrives dans ce lieu-là, il y a 4 cartes, il y en a 2 que c'est de la dompe, pis il y en a 2 qui sont utiles, mais tu peux pas savoir lesquels 2 qui vont être utiles. Mais des fois, il y a des indices subtils, tu sais, quand t'es capable de saisir un peu la thématique, tu sais, des fois, le lien vient avec le fait que, quand on a joué, par exemple, Expédition Endurance, je vais le prendre parce que c'est la dernière extension auquel on a joué. Ben, moi, je l'ai pas faite. Ouais, toi, tu l'as pas faite parce que... Tant mieux si c'est la meilleure, mais comme... Ben, je dirais pas que c'est la meilleure non plus, mais tu sais, je dis on avait eu du plaisir avec le groupe avec lequel je l'ai fait. Mais tu sais, quand on a réalisé dans quel univers on était capable un peu plus de s'orienter. Fait qu'il fallait voir un peu les indices plus subtils pour savoir qu'est-ce qu'il fallait éviter de faire, puis qu'est-ce qui était peut-être plus intelligent à faire dans le contexte. Fait que c'est ça. Moi, j'aime Time Story, j'aime jouer avec des gens qui aiment jouer, mais on va rester civilisés dans nos commentaires, puis on va passer à un autre appel. Fait que Sam, quand t'es allé à Toronto, j'ai cru comprendre que t'avais aussi joué à Marvel United. Ouais, j'en ai parlé brièvement au dernier épisode, mais... Donc, Marvel United, designé par Andrea Chiarvesio et Eric Lang, et publié par Simon. Donc, c'est un petit jeu familial, assez léger, inspiré de l'univers de Marvel. Puis c'est un jeu coop modulaire, si on veut. Dans le fond, on a dans la boîte un certain nombre de héros. Chaque joueur va s'en choisir un. Puis on a, dans la boîte de base, 3 vilains qui ont chacun comme leur scénario, leur règle spéciale. Fait qu'on choisit un héros par personnage, on choisit un vilain, on choisit notre niveau de difficulté, puis on va setter des lieux là, de l'univers de Marvel. Là. Fait qu'on a le Times Square, le Avengers Tower, le laboratoire de Tony Stark, etc. Fait qu'on en prend... Je pense que dans la boîte, il y en a une 12, puis on en prend peut-être la moitié de ça, ou le 2/3, je me rappelle plus exactement du nombre, là, mais bref. On les dispose de façon aléatoire en cercle. On va choisir un emplacement où est-ce qu'on commence, puis le vilain va commencer à l'opposé de nous. Puis dans le fond, à tous les 3 tours de héros, il va y avoir un tour de vilain. Fait que quand il y a un tour de vilain, on vire une carte de son deck qui va nous dire comment est-ce que le vilain agit, comment est-ce qu'il bouge, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à telle place, est-ce qu'il va rajouter des minions ou des civils en danger qu'il faut aller sauver. Puis des fois, il y a un effet BAM! Parce que comique. Ah, sauf que BAM, c'était plus DC, hein, avec Batman. C'est un onomatopée qui se retrouve dans ben des bandes dessinées. Ah. Fait que c'est ça. Le vilain prend son tour. Après ça, mettons, moi, c'est à mon tour. Je vais jouer une des cartes de mon deck. Puis sur chacune de mes cartes, il va y avoir une combinaison d'icônes. Fait qu'il y a 3 actions qu'on peut faire. Soit combattre des méchants, se déplacer de lieu en lieu, ou faire des actions héroïques.
actions héroïques qui peuvent nous permettre de sauver les civils qui sont en danger ou de contrer les machinations des ennemis. Parce que dans le fond, sur chaque lieu, on va au hasard distribuer une carte de machination, justement comme mettons le plan diabolique. Ouais, c'est ça. Tu sais, le Red Skull, il y a certaines cartes où il faut juste dépenser des actions héroïques pour l'enlever. Puis tant que la carte est là, ben elle nous donne un malus si on est à cet endroit-là ou même si on était ailleurs. Il y a des cartes qui sont carrément des sbires, là, fait qu'on a des personnages plus secondaires, là, mettons là. C'est ça, des vilains de deuxième zone. Ben de second niveau. Des genres de lieutenants, là. Ouais. Puis chaque personnage va aussi avoir des cartes particulières qui vont donner une habilité qui est unique au personnage. Là, comme mettons Hulk, il a un pouvoir où il peut faire un dégât à tout ce qui est présent sur sa case, y compris les civils. Parce que Hulk smash. Ouais. Iron Man, il va pouvoir donner des déplacements aux autres parce qu'il les transporte. Il transporte avec son suit. Puis Iron Man, ben il peut donner des cartes aux autres. Pas Iron Man, Captain America. Ouais, parce que c'est le leader, fait qu'il donne des tâches. C'est ça. Fait que tu sais, il y a comme tout ce petit côté thématique-là. Même les vilains, là, ça marche aussi. Là, dans le fond, Red Skull, il essaye de convertir tout le monde à Hydra. T'as le Taskmaster qui, lui, va copier les habiletés des dernières cartes que t'as jouées. Ouais, ça gimmick dans les comics. C'est d'étudier les héros pour comprendre leurs faiblesses pis tout ça. Pis, Fait que c'est cool, c'est comme je dis là, c'est super léger. Puis mais la twist qui fait que c'est bien niveau coopératif, c'est que à mon tour, je joue une carte. Puis comme je disais, il y a des icônes dessus qui vont déterminer les actions que je peux faire. Puis sur chaque carte, il va y avoir jusqu'à 2 icônes. Mais je vais aussi faire une action sur une icône de la carte du dernier joueur qui a joué. Fait que si toi t'as joué 2 points au dernier tour, ben moi je peux mettre une carte de mouvement puis utiliser un de tes points pour aller bâcher sur un des ennemis. Fait que tu peux aider, c'est ça, le joueur après toi à faire des actions supplémentaires en mettant la bonne carte. C'est ça, fait que peut-être que toi tu vas avoir un tour moins optimal, mais tu vas vraiment aider l'autre à faire un gros méga tour, puis c'est peut-être ça qui va te permettre de gagner au final, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, c'est super simple. Là, dans le fond, faut que tu déjoues le plan du vilain pour le rendre vulnérable, puis après ça, ben tu cours après pour aller le tabasser jusqu'à temps qu'il soit KO puis que t'aies gagné. Je pense qu'ils ont mis un accent particulier sur l'esthétique du jeu. Là, je sais qu'il y a une espèce de look un peu enfantin, un peu chibi, qui fait un peu, mais que dans le fond les gens aiment beaucoup les peinturés puis tout ça, vu que sont quand même bien faits. Ouais, c'est des petites mini. Ben, c'est de la qualité Simon. Tu reconnais super bien les personnages, puis c'est facile de distinguer les héros des vilains, puis tout ça. Puis, comme je dis, c'est Simon, donc il y a un paquet d'expansions pour qui vont acheter des nouveaux personnages, des nouveaux vilains. Il y a même une saison 2 qui était X-Men United. Puis là, il y a même tout un système où tu peux jouer à la fois les vilains ou les héros. Mais j'ai pas essayé tout ça, mais ça a l'air que c'est pas mal cool. Donc, c'était Marvel United de Andrea Chiaversio et Eric Lang est publié par Simon. Avant de passer au duel, petit rappel, et par le Sam et Vince du présent pour une fois, et non le Sam du futur. Bientôt, on va faire une petite section questions du public. Donc, on aimerait avoir vos questions. Si vous avez des questions sur les jeux, sur nous, sur quoi que ce soit. Envoyez-nous ça par courriel, boardgameduel@gmail.com ou sur notre serveur Discord dans le channel podcast. Il y a déjà plusieurs questions qui nous ont été posées, puis j'ai bien hâte qu'on puisse y répondre puis en discuter dans un épisode futur. Mais vous avez encore le temps de le faire. Et maintenant, si on passe à notre tête d'affiche, le duel, le fameux retour des duels de jeu. Ça fait quelques épisodes qu'on n'en a pas fait. Ouais, ben là maintenant que on est tous revenus de vacances, la vie reprend ses droits. Alors on va pouvoir reprendre les duels de façon plus stable. Et donc le thème aujourd'hui, on vous le rappelle, c'est les jeux inspirés de civilisation dans le fond. Ouais, des jeux de civilisation où dans le fond on va contrôler un peuple et le faire évoluer de façon à ce qu'il devienne le peuple le plus puissant de son ère. Donc de mon côté, ça va avec le thème. Je vais défendre le jeu Sid Meier's Civilization A New Dawn. Il y a déjà eu un jeu qui est sorti qui s'appelait Sid Meier's Civilization aussi. Les deux étaient basés dans le fond sur la franchise de jeux vidéo à succès qui existe. Qui était elle-même basée sur un jeu de société. Ouais. Fait que là on a
comme la boucle est bouclée. Puis je vais parler ici ça de la version A New Dawn qui est à mon avis supérieure à la version précédente. C'est un jeu qui a été designé par James Kniffen et qui est publié aux éditions Fantasy Flight Games. Dans Civilisation, on va incarner un peuple, une civilisation, que ce soit des Grecs, des Américains, tout ça, des civilisations historiques qui ont déjà existé, qui ont eu aussi des héros historiques. Là. Quand on va jouer entre autres les Américains, on va avoir Teddy Roosevelt comme dirigeant. Et il faut guider cette civilisation-là vers le paroxysme de son développement. C'est un jeu qui est compétitif. On peut jouer de 2 à 4 joueurs. Et c'est un jeu qui est quand même relativement complexe. Ben, je pense que c'est complexe du fait où il y a 100 images. Je dirais que c'est moyen. C'est moyen complexe. Je pense que c'est pas mal médium, là. Ouais, moyen complexe. Pas ça que je disais? Ben, je sais pas, la façon que tu parlais, c'était comme si c'était lourd, là, costaud. Ah, là. non, C'est non, pas, non, c'est non, pas non, Through non. the Ages, là. Non, c'est modérément complexe, là, avec si on Board Game Geek nous dit 3.1 sur 5. Mais ça se gère bien. Je pense que ce qui fait que ça peut avoir l'air un peu compliqué, c'est qu'on a plusieurs façons, on a plusieurs choses à devoir gérer pour pouvoir atteindre la victoire. Pour pouvoir gagner, il faut réaliser 3 objectifs. Les objectifs qu'on doit réaliser, dans le fond, ils viennent d'un paquet de cartes objectifs. Sur chaque carte, on va avoir 2 options à faire, puis il faut réaliser un des objectifs sur chacune des cartes. Les objectifs vont souvent être de construire une merveille, développer nos villes en villes matures, ou faire des recherches, ou faire progresser notre technologie au maximum. Pour faire ça, on va devoir effectuer différentes actions. Donc, la mécanique principale du jeu, c'est vraiment un jeu de sélection d'actions. Où, si on attend avant d'effectuer une action X, elle va devenir de plus en plus forte. Puis une fois qu'on a effectué l'action, elle va devenir plus faible la prochaine fois qu'on va la faire. À moins qu'on attende puis qu'elle reprenne la force. Fait que c'est le système qui a été copié par Ark Nova, qui est super populaire de ce temps-ci. Donc, on va avoir des actions, dans le fond, qui vont être de nature militaire, où on va essayer de prendre le contrôle du territoire d'un ennemi, ou de combattre des barbares qui veulent s'attaquer à notre civilisation. On va avoir des cartes, la carte de la culture, qui va nous permettre de conquérir des territoires, dans le fond, d'étendre notre culture à nos voisins, puis aux territoires adjacents à nos villes. On va avoir une carte qui va nous permettre de faire de l'industrie, qui va être soit de créer de nouvelles villes, ou de construire des merveilles. On a aussi la carte technologie qui nous permet d'avancer puis d'améliorer nos cartes actions. Parce que au début, on a des cartes actions de niveau 1. Mais à mesure que la technologie va avancer, on va pouvoir améliorer ces cartes-là. Ces cartes-là, dans le jeu de base, dans le fond, c'est les mêmes pour tout le monde. Puis les améliorations sont les mêmes pour tout le monde. Mais on peut pas faire toutes les améliorations. À la fin d'une partie typique, on va finir avec jusqu'à 2 cartes de niveau maximum, puis après ça, on peut avoir un nombre variable des autres niveaux en fonction de comment on a décidé de faire nos choix. Fait que quelqu'un pourrait finir le jeu avec 2 cartes de niveau 4, puis 3 cartes de niveau 1. Si c'est pas une stratégie que j'approuverais, là, mais on peut finir comme ça. Fait que tu sais, on a la liberté dans la construction de nos civilisations. On a aussi une carte qui nous permet de faire du commerce. Ce commerce-là peut être fait avec nos opposants. Ça nous permet de faire de la diplomatie, en fait, puis d'aller chercher sur leur plateau une carte qui nous donne un avantage pour affronter les autres joueurs, dans le fond. Puis on a aussi l'opportunité de faire des alliances avec des cités-états. Donc, sur la carte, en fait, j'ai dit tout ça, puis j'ai oublié de parler de la carte. Ouais, le plateau est modulaire, on va le construire en début de partie. C'est ça. Puis on va pouvoir se positionner. Au début de la partie, dans le fond, c'est ça. Tout le monde le construit. On a un noyau central qui est d'abord fait. Puis après ça, chacun notre tour, on ajoute des plateaux autour du plateau pour créer vraiment une carte qui va être différente d'une partie à l'autre. Puis c'est ça, en fonction de comment le plateau va être fait, on va avoir accès à différentes merveilles naturelles et aux cités-états. Je reviens à ma carte commerce, avec laquelle on peut faire de la diplomatie aussi. En allant les visiter, on va ramasser des ressources de commerce qu'on peut utiliser pour booster nos cartes actions, et on peut aussi avoir une carte diplomatie qui est spécifique à cette cité-là, puis ça nous donne un pouvoir supplémentaire. Ouais, c'est une petite action bonus qu'on peut faire en début de tour, ou quand on fait une certaine action, elle devient plus forte. Oui, puis dans le fond, chaque cité-état a toujours une thématique liée à une des actions qu'on va effectuer. Fait qu'on a des cités-états plus axés sciences, plus militaires, plus culture. On a vraiment des cités qui jouent avec toutes les actions.
Sinon, il y a aussi des barbares sur la carte. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai, on a des barbares sur la carte qu'il faut pouvoir gérer. En début de partie, ils peuvent être vraiment menaçants parce qu'ils peuvent détruire tes villes, ils peuvent détruire les territoires que tu as conquis. Fait qu'il faut pouvoir les gérer en les attaquant. Les combats vont traditionnellement se gérer en fonction de c'est quoi le niveau dans le fond de ta carte militaire. Si t'attends plus longtemps, ta carte militaire a plus de force. Puis là, tu peux attaquer le barbare qui lui va avoir un niveau de défense qui va varier en fonction du terrain sur lequel il va se retrouver. S'il est sur une montagne, il est plus protégé. S'il est dans une plaine, il y a moins de défense. Un attaquant, un défenseur va rouler chacun un dé. On additionne le score de combat avec le score du dé. Puis là, ça nous donne des verres de combat. Puis les combats se règlent comme ça, assez rapidement. Quand les joueurs s'affrontent, ça va être de la même façon. Sauf qu'il va y avoir des fois des bonus supplémentaires qui vont s'appliquer. Tu as parlé brièvement du système de terrain qui, je trouve, fait vraiment la force du jeu. C'est que dans le fond, chaque case sur chacune des tuiles va correspondre à un type de terrain. Puis il y en a 5. 6 si tu comptes l'eau, là, mais bref. Il y a 5 terrains avec lesquels tu peux interagir. Puis ton tableau de cartes, dans le fond, correspond à ces 5 terrains-là aussi. Fait que t'as les plaines qui sont comme les terrains les plus faciles à interagir avec, puis qui vont donner le moins de défense quand tu te bats, puis ça va jusqu'aux montagnes, qui est comme le plus tough, puis la meilleure défense. Puis ce qui est cool, c'est que toutes tes actions, dans le fond, plus ils sont fortes, plus ils vont pouvoir... Dans le fond, comme t'as parlé de le truc de commerce, c'est que tu déplaces ta caravane sur le plateau, mais si elle est au niveau 3, ben il y a juste 3 types de terrains par lesquels elle peut passer. Puis si t'attends de la rendre jusqu'au niveau 5, ben là, tu vas pouvoir vraiment passer partout. C'est la même chose pour construire les villes. T'sais. Si on construit une ville qui est sur une montagne, les villes vont avoir des bonus de défense doublés. Fait qu'on se ramasse avec une ville très défensive qui va être vraiment dure à prendre par les opposants. Mais c'est ça, il faut absolument que notre carte soit dans au niveau 5 pour pouvoir construire cette ville-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu de gérer quand est-ce qu'on veut effectuer telle action. Est-ce que des fois, t'as vraiment besoin d'attendre que la carte se rende jusqu'au bout parce qu'au final, ça prend 5 tours pour faire avancer la carte jusqu'au bout au bout de notre tapis roulant, si on veut. Ouais, c'est ça, au bout du tapis. Fait qu'il faut un peu gérer ça, puis en fonction de ce que les autres vont faire aussi, on peut viser à réaliser certains objectifs que les autres vont pas aller vers. Il y a une grosse course au niveau des merveilles, entre autres. On va avoir des merveilles qui vont représenter 4 des 5 actions qu'on peut effectuer. On a des merveilles militaires, culturelles, scientifiques ou commerciales qui vont nous donner des pouvoirs uniques puis un peu funky, puis ça peut venir pimenter un peu la partie. C'est aussi des choses ces merveilles-là vont souvent aussi nous permettre d'accumuler des points pour remplir les objectifs. Ces merveilles-là aussi peuvent être volées par les autres joueurs s'ils réussissent à conquérir les villes, dans le fond, qui ont ces merveilles-là. Parce quand on construit une merveille, on la met dans une ville. Cette ville-là peut être prise. Puis la course que tu parlais tantôt, elle vient du fait qu'il y en a toujours une de chacun des types de disponibles en même temps. Puis plus on en construit, plus ils vont se mettre à coûter cher. Parce que les merveilles sont comme gradées, fait que c'est les plus cheap, les plus vieilles en premier. Puis plus la partie avance, plus qu'ils vont donner des pouvoirs qui sont plus intéressants. Mais ils vont aussi coûter plus cher à construire. Une façon de faire en sorte que les merveilles soient plus faciles à construire, c'est que sur la carte, on peut aller chercher certaines ressources. Fait qu'il peut y avoir des sites où on peut miner du mercure ou du pétrole, puis on peut aller chercher ces ressources-là, puis les utiliser pour construire les merveilles. Fait que tous ces trucs-là qui sont à gérer, puis dans le fond, au début de la partie, on voit qu'est-ce qui est disponible, on peut commencer à penser à quels objectifs on veut viser. Il y en a qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Je pense que de façon générale, tout le monde va finir par accumuler ses recherches technologiques parce que t'es vraiment encouragé à améliorer la force de tes cartes, la force de tes actions. Fait que ça, c'est peut-être un truc qui est quand même évident à faire. Mais pas tout le temps en jeu. Non, mais pas tout le temps en jeu. Il y a un deck de 5-6 cartes, dans le fond, qui va tourner. Fait que d'une partie à l'autre, ce sera pas les mêmes objectifs qui vont être présents. Fait qu'on a cette variabilité-là. Selon les objectifs qui sont présents, ça peut jouer aussi sur l'interaction avec les joueurs. T'sais, des fois, on a des parties où il peut y avoir presque pas de combat parce que les objectifs nous incitent pas à le faire. Puis il y en a d'autres où, justement, on va peut-être aller plus vouloir voler les terrains des autres pour pouvoir prendre leur merveille. Ça dépend vraiment des objectifs. Comme la dernière partie qu'on a jouée, le joueur qui a gagné, en fait, n'a pas vraiment attaqué personne. Il faisait ses trucs dans son coin.
Puis là, puis il y a pas eu trop d'agression non plus de l'autre côté où est-ce qu'il y en avait. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui va arriver tout le temps puis de façon intense. Non, puis même quand il y en a, c'est tellement abstrait, là. Tu sais, t'as pas d'unité ou Non, c'est ça, de figurines qui se déplacent sur la carte, là. Si tu veux attaquer, il faut juste que l'endroit où tu sois attaqué soit à portée de n'importe où ce que t'es déjà installé, dans le fond, là. Ouais, souvent ça va être à une distance, c'est ça, d'un territoire ami. Enfin, un territoire que tu contrôles. Puis tu vas attaquer un territoire que quelqu'un d'autre contrôle, puis tu vas enlever progressivement les jetons de contrôle de ton opposant. Fait que ça fait pas mal le tour. Je vais glisser un mot vite. J'ai aussi joué avec l'extension Terra Incognita, qui change quand même les règles du jeu. On ajoute des unités pour les combats. Dans le fond, au lieu que ce soit justement le système qu'on parlait, qu'il faut être à distance d'un terrain ami, là on a vraiment un petit drapeau, qui est une petite armée qui va se déplacer puis qui va faire les attaques. Puis dans le fond, là, le positionnement de cette armée-là est important. Puis les cartes combat vont nous permettre juste de la déplacer plus ou moins loin. On va ajouter aussi une carte qui va être découverte à mesure que la partie va commencer. On va avoir une carte au départ qui est peut-être plus petite, mais on peut utiliser notre armée pour explorer la carte. Fait qu'au lieu d'avoir une carte finie au départ, on a une carte qui va s'agrandir au fil de la partie. On a aussi... Ça rajoute un peu le 4e X qui manquait pour que ce soit un vrai 4X. Ouais. On va avoir aussi une technologie unique par civilisation. Chaque civilisation dans le jeu de base a son petit pouvoir, mais là, quand on a joué avec l'extension, on a une technologie différente. Fait que dans le fond, c'est qu'on a une action à un moment dans la partie qui est unique à notre peuple, qui a un pouvoir particulier, puis qui est plus forte, ou en tout cas différente de ce que les autres vont avoir au même niveau. Puis il faut réussir un peu à profiter de tout ça. C'est cool qu'il rajoute un peu d'asymétrie, parce que, tu sais, oui, il y en a dans le jeu de base, mais c'est très, très, très mineur, là. C'est un petit bonus quand tu fais une certaine action, dans le fond, là. C'est ça, tu sais, c'est très circonstanciel, là. Selon le peuple, des fois, le pouvoir va pas être non plus utilisé très souvent. Il y en a d'autres qui sont plus faciles à utiliser, oui. C'est pas des game breakers, comme on dit, là. Non, c'est ça. Fait que là, on ajoute la symétrie de plus avec les technologies de plus. L'extension rajoute aussi une carte action supplémentaire. Fait qu'au lieu d'en avoir 5, on en a 6. Dans le fond, on en a 2 qui sont au niveau le plus faible. Ça change pas aussi les merveilles ou les systèmes d'objectifs? Oui. Ben, bon point. C'est vrai, ça change aussi. C'est ça. Au niveau des objectifs, on va rajouter des objectifs plus militaires. Dans le fond, c'est qu'il va y avoir des forts sur le territoire qu'il va falloir contrôler. Fait qu'on pousse un peu plus vers le militaire parce qu'il faut réussir à avoir au moins un fort pour pouvoir gagner, en plus de 3 autres objectifs qui sont un peu comme le jeu de base. Fait qu'on remet un peu l'aspect militaire en avant. Et pour les merveilles, dans le fond, on va avoir des merveilles qui vont changer. Dans le jeu de base, dans le fond, les merveilles, la première merveille d'une catégorie est pas intéressante, puis personne va jamais aller la prendre. Fait que personne va aller dans cette voie-là. Là, dans l'extension, les merveilles vont être présentes seulement 2 tours. Si elle n'est pas prise en 2 tours, elle va être jetée. Puis ça va déjà être une nouvelle qui va apparaître. Fait qu'on a un roulement. Un roulement, c'est ça. Des merveilles qu'on n'avait pas dans le jeu de base. Fait que c'est ça. Moi, j'aime les 2 expériences. Terra Incognita, peut-être, elle se rapproche un peu plus du vrai jeu vidéo avec l'aspect exploration puis l'aspect militaire qui est un peu amélioré. Mais les 2 sont bien. Ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai joué une fois avec l'expansion, je pense. Puis au moins 5-6 fois avec juste le jeu de base. Puis j'ai apprécié. Donc c'était Sid Meier's Civilization A New Dawn. Je disais j'ai apprécié, mais il y a un autre jeu de civilisation que j'ai apprécié encore plus, parce qu'il est meilleur, de toute évidence. Et c'est le jeu Imperium classique des auteurs Nigel Buckle et David Turczi. Et oui, monsieur mode solo. Il fait aussi des jeux qui sont pas juste solo. En fait, il fait pas juste le mode solo des autres jeux, il fait ses propres jeux aussi. Ses propres modes solo aussi, j'imagine. Oui, on en reparlera quand on fera la comparaison entre les deux, mais il y a un mode solo dans Imperium classique. Donc, c'est un jeu inspiré de civilisation, qui s'inspire de l'histoire, mais la mécanique principale, c'est du deck building. Puis c'est un jeu qui est assez hautement asymétrique, là. Dans la boîte, on a 8 civilisations différentes, puis chacun va avoir son deck unique, mais aussi des mécaniques qui vont lui être propres. Dans le fond, à peu près toutes les règles du jeu, ça s'applique de façon générale, sauf si
telle civilisation non, mais je veux dire, sauf si telle civilisation est en jeu, elle a telle affaire à la place. Puis en gros, ce qui est la grosse twist du jeu, en fait, c'est que, comme dans tous les bons deck building, un coup que t'arrives pour piger, puis que t'as 10 cartes, que ta pioche est vide, tu rebrasses à 10 cartes, puis tu te fais une nouvelle pioche. Mais dans celui-là, avant de faire ça, c'est que tu vas faire progresser ta civilisation. Fait que tu vas prendre une nouvelle carte. Toutes ces cartes-là vont vraiment être meilleures que les cartes que tu avais dans ton deck au départ. On va la rajouter à ta défausse, puis tu vas brasser. Puis après avoir fait ça un certain nombre de fois, dans le fond, ta civilisation va passer d'un état barbare à un état civilisé. Puis là, à ce moment-là, il y a beaucoup de cartes qui deviennent obsolètes parce qu'ils peuvent seulement être utilisés pendant que tu es en état barbare, mais ça te donne accès à beaucoup d'autres cartes qui, elles, peuvent seulement être utilisées quand tu es en mode civilisé. Fait que c'est vraiment on passe vraiment à une deuxième étape du jeu, t'as vraiment un switch de dynamique parce que ta stratégie doit changer parce que t'as plein de cartes qui fonctionnent plus. C'est ça. Mais à l'inverse, t'en as des nouvelles que t'as achetées parce que dans le fond, à tout moment, on a un marché de 5 cartes qui sont dans le marché puis qu'on peut aller acheter. Là-dedans, il va y en avoir qui vont être barbares, d'autres qui vont être civilisés. Donc, c'est vraiment de savoir, c'est quand le temps d'aller commencer à acheter des cartes civilisées, parce que tu veux pas passer en mode civilisé puis pas en avoir pantoute. En même temps, tu veux pas en acheter trop vite, parce que, ton deck, il cycle moins vite, puis deux, tu peux pas les utiliser au c'est début des cartes de la partie. mortes dans ton deck, c'est ça. Parlant de cartes mortes, t'as aussi, au départ, des cartes de unrest, dans le fond, d'instabilité. Ouais, l'instabilité, de tension dans ton peuple, dans le fond. Puis c'est ça, t'en as certaines civilisations en ont dans leur deck de départ, il y en a d'autres qui en ont plus que d'autres. Puis tu vas en ajouter au fur et à mesure que t'achètes des nouvelles cartes, parce que tu découvres des nouvelles affaires, tu t'explores des nouvelles régions, tu construis des nouvelles villes, fait que tout ce changement-là, ça va amener un certain niveau d'instabilité dans la population. C'est ça. Puis dans le fond, le jeu, il y a plusieurs conditions qui peuvent amener à la fin de la partie. Puis une de celles-là, en fait, c'est que si on vide la pile de Unrest, justement, du marché, ben là, c'est comme toutes les civilisations se révoltent, puis ça met fin à la partie de cette façon-là. Puis on gagne pas en faisant le plus de points à ce moment-là. C'est la personne qui va avoir le moins de Unrest dans son deck qui va gagner. La civilisation la moins détruite à la fin. Ouais, c'est ça. C'est comme toi qui étais le moins pire. Ouais. Puis à l'inverse, on a comme 3 autres façons de finir la partie. Sinon, on peut vider le marché de cartes. On peut vider les cartes Achievement, qui sont comme des cartes qu'on peut pas aller acheter. Des cartes qui sont vraiment puissantes, qui vont nous valoir beaucoup de points, puis qu'il faut faire des actions vraiment précises et particulières pour pouvoir aller les chercher. Puis un coup qu'on a vidé ce paquet-là, ben ça déclenche la fin de la partie. Et la dernière façon, c'est, comme je disais tantôt, à toutes les fois que tu cycles ton deck, tu vas développer ta civilisation. Puis si tu réussis à faire tous tes développements, dans le fond, ben ça va aussi mettre fin à la partie. Parce que là, t'as vraiment écrasé toutes les autres civilisations en évoluant ta pleine grandeur. Ouais, mais tu peux mettre fin à la partie puis pas nécessairement gagner. Parce que c'est ça, quand la partie se déclenche, dans le fond, on va finir le round en cours puis en jouer un autre. Puis après ça va être la personne qui a le plus de points qui va gagner. Puis les points, ils viennent de nos cartes. Dans le fond, on a une partie des points qui va venir de notre carte de civilisation en tant que telle. Donc ça nous donne en début de partie un espèce de petit objectif, qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire parce qu'on peut faire des points comme ça. Puis après ça, chaque carte qu'on achète va valoir des points. Soit que ça... Ben, en fait... Soit que ça nous donne des points directs, là, ça va être 2, 3, 1, 4 points. Ou ça va nous dire, tu fais 1 point par 2 cartes régions que tu as dans ton deck. Ou 1 point par carte qui est dans ton histoire. Parce qu'on a ce concept-là que je trouve qui est très cool, puis qui est super thématique, puis c'est que dans le fond, c'est un peu plus... on respecte un peu plus l'histoire. Il y a moins d'anachronisme que dans la plupart des autres jeux de civilisation, là, y compris A New Dawn. Ouais, c'est étiré un peu, parce que, tu sais, avec l'aspect de deck building, tu sais, t'as des affaires qui peuvent sortir. C'est sûr que les cartes de deck que tu peux acheter sont peut-être plus génériques. C'est ça, les cartes que tu peux acheter sont génériques, puis les cartes, mettons, de personnages historiques, ils font leur affaire une fois, c'est un effet vraiment fort, tu le fais, puis après ça, elle s'en va dans ton histoire. Fait que ça va quand même te valoir des points en fin de partie, mais tu reverras plus cette carte-là. Fait que tu sais, comme moi, si je jouais la Macédoine, ben tu sais, j'ai une carte de Alexandre, ben Alexandre il arrive, il fait son affaire,
il s'en va dans mon histoire, puis après ça, j'ai une autre carte de développement qui est Alexandre le Grand, que là, je peux seulement la jouer si Alexandre est déjà passé, puis qui fait de quoi encore mieux, puis qu'après ça, il s'en va dans mon histoire aussi. Ouais, c'est une espèce de cimetière de cartes jetées, mais qui peut te faire des points en fin de partie en fonction de c'est quoi les cartes que t'as déjà, puis ta civilisation. C'est ça, puis comme l'effet sur les cartes fit quand même avec qu'est-ce que le personnage a fait dans l'histoire, pour vrai, tu sais, je veux dire, comme Alexandre le Grand, ben, il te permet d'aller conquérir des territoires, justement. Puis t'en as d'autres que ça va être plus l'exploration, ou qui vont permettre plus le développement, puis c'est ça. C'est chaque civilisation a comme ses personnages, ses petits faits saillants historiques, si on veut, qui sont en lien avec ce que ces gens-là ont vraiment fait à un moment donné, tu sais. Puis je trouve que c'est cool, justement, d'avoir ces espèces d'effets uniques-là vraiment forts, puis qui s'en vont après, tu sais. Ouais. Moi, j'en ai pas eu, par contre, avec ma civilisation. C'est peut-être aussi parce que ces effets-là étaient peut-être dans ma pile de développement que j'ai pas réussi à aller chercher au complet. Sam a réussi à devenir civilisé. Moi, je suis resté un peuple de Grecs barbares. Mais pour la gloire de Sparte, on n'a pas gagné. Ouais, non, ça, j'ai quand même aimé ça, cet aspect d'asymétrie, tu sais, on avait comme chacun un peu notre façon d'aller chercher des points, d'aller chercher des ressources. Il y avait pas beaucoup d'interactions, il y en avait quelques-unes. Non, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez solitaire en multijoueur, là. Tu fais ton tour, tu fais tes petites affaires, il y a certaines cartes qui vont te permettre d'aller voler une ou deux ressources à l'adversaire. Ouais, c'est ça, sont pas super nombreuses, là. C'est sûr que moi, j'en avais une sur laquelle j'ai vraiment beaucoup misé, là, pour aller justement chercher les ressources, parce qu'on a les cartes à gérer, mais on a aussi la population puis des briques. Ouais, ce qui prend justement des ressources naturelles. Ouais, c'est ça qui fait qu'on a ces trucs-là qu'il faut gérer aussi, puis soit tu peux les produire, puis dans mon cas, moi je pouvais aller les voler aux autres joueurs. C'est ça, Sam, toi tu m'avais presque rien fait directement, tu sais, il y avait pas de... Il y a une couple de fois que je t'ai volé des ressources aussi, là. Toi, tu m'en volais, mais tu m'en redonnais. Moi, je t'en volais un peu moins. Il y a d'autres peuples qui interagissent un peu plus, là. Je pense aux Celtes. Eux, ils ont vraiment plus de cartes de Unrest, là, justement, parce que c'est des païens. Puis, ils vont être capables de les distribuer aux autres joueurs. Ils vont semer le chaos chez les autres. Ouais, c'est ça. D'un autre côté, t'as les Vikings, justement, que eux, leur particularité, c'est qu'ils peuvent jamais devenir un peuple civilisé, puis ils ont pas d'histoire. Fait que quand c'est pas fin, ça, me semble, pour la légende des Vikings. Non, mais c'est justement, c'est que au lieu t'as pas d'histoire écrite, si tu veux, fait que les cartes, ils deviennent jamais, pas les mettre dans ton history, t'es défausses. Fait que quand t'as des cartes de gloire, que normalement ils vont dans ta history après pour faire des points. Tu peux les réutiliser. Tu peux les réutiliser plusieurs fois. Ah. Mais t'as jamais accès aux cartes civilisées. T'es toujours limité aux cartes barbares. Ouais. Fait qu'on voit qu'on a quand même, c'est ça, des différences assez importantes entre les peuples. Ça, c'est quand même pas mal cool. Ouais, pis tu sais, il y en a 8, là, je les ai pas toutes jouées encore, mais à date, c'est ça, il y en a qui sont plus différents que d'autres, là. Je trouvais que on a joué la dernière fois les Grecs pis les Macédoniens, ça ressemblait un peu, mais j'ai trouvé que ça, les Celtes, les Vikings, là, c'est carrément autre chose. Il y en a plein d'autres que j'ai pas essayé, puis en plus, il y a une autre boîte qui s'appelle Imperium Legends, qui utilise le même système de règles, mais que là, au lieu d'avoir une thématique historique, on a comme une thématique mythique, si on veut. Fait qu'on a les Arthuriens, qui eux autres font la quête du Graal, les Atlantéens, qui sont sur le continent d'Atlantide, qui va... couler, j'imagine? Ouais, je sais pas trop comment ça marche. Fait que c'est ça, on a 8 autres peuples, 8 autres civilisations, puis tout est compatible. Fait que tu peux jouer, mélanger les deux boîtes comme tu veux, y a pas de problème. Puis apparemment que les sont encore plus funky puis encore plus asymétriques que les peuples dans la boîte classique. Ouais, vu que les auteurs avaient peut-être un peu plus de liberté dans la mythologie que dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Ben, on n'a pas parlé de un tour, comment ça marche, dans le fond. C'est que tu vas avoir 3 actions. C'est tout simple, là. Jouer une carte, c'est une action. En fait, tu vas jouer jusqu'à 3 cartes. Certaines cartes vont rester dans ton tableau, d'autres vont juste aller direct dans ta discarte. Puis tu peux utiliser jusqu'à 5 exhaust ability. Dans le fond, certaines cartes ont des effets que tu peux invoquer. À chaque tour, tu peux l'invoquer une fois, puis jusqu'à 5 cartes peuvent être invoquées comme ça dans un tour. C'est ça. Puis on a aussi des cartes qui vont avoir des effets solstice qu'ils appellent, donc qui prennent effet seulement un coup que tous les joueurs ont joué leur tour.
Dans le fond, entre chaque round, en effet. De ce qu'on a vu souvent, c'était une carte pour prendre une ressource à la place ou piocher une carte, fait que pour essayer un peu de rouler ton deck. Ouais, moi j'en avais qui me permettaient de me débarrasser de mes unrest aussi, ou d'échanger des ressources pour d'autres. Parce qu'il y a une troisième ressource, dans le fond, qui est juste straight up des points, là, que tu peux accumuler pendant la partie, ou que tu peux convertir tes ressources en ça, puis il y a même certaines cartes qui vont te faire des points en fin de partie pour les ressources que tu as accumulées pendant la partie aussi. Alors voilà, c'était Imperium Classics de Nigel Buckle et David Turtsey, et publié chez Osprey Games. Fait que là, on va débattre un peu. Ouais, on va les comparer. J'ai envie de commencer par parler. Tu sais, quand on pense à une civilisation, on pense à un peuple qui va évoluer, tu sais, qui va technologiquement avancer, puis qui va, dans le fond, faire de grandes choses. Je trouve que dans Civilisation, on a un peu plus cette vision, cet aspect-là. On va vraiment fonder des villes, on va étendre notre territoire, on va passer d'actions dans le fond de plus en plus fortes. Tu sais, on passe on fait de l'astrologie à on développe l'énergie nucléaire dans une partie. Fait que je trouve qu'on a vraiment cet aspect de progression. On passe de pique et des pioches à vraiment de la grosse science, de la grosse culture, les arts qui vont évoluer aussi. Fait que je trouve que... Mais t'as ça dans Imperium aussi. Tu passes de barbare à civilisé, c'est sûr, toi, tu l'as pas fait pendant la game parce que t'étais pas assez bon, là, mais si t'es compétent dans ton jeu, ça va arriver, là, tu vas l'avoir, la progression aussi. Mais on est moins grandiose, là. Je veux dire, quand t'as ton empire, t'avais cartes... des prêteurs sur gage, puis... Ouais, ça, c'est dans les cartes que tu peux acheter, mais les cartes développement que tu peux faire, c'est des grosses actions, pis c'est toutes des avancements, justement, à ta civilisation. Mais des Aztèques qui inventent l'avion, tu peux juste voir ça dans Civilisation. Ouais, ben justement, moi je trouve que c'est un point faible de New Dawn, c'est que il y a beaucoup d'anachronismes comme ça, là. Tu sais, comme notre dernière partie, c'était on avait Teddy Roosevelt contre un roi sumérien dont j'ai oublié le nom. C'est Gilgamesh. Ah, Gilgamesh. En plus, qui est un personnage mythologique. C'est pas clair s'il a vraiment existé, Gilgamesh. Mais bref. S'il existait, c'était dans l'Antiquité, puis versus Roosevelt, qui était au 20e siècle. Ouais. Mais les deux sont là en même temps, puis ils se battent pour prendre le contrôle de Genève. Ouais. Là, on regardait aussi un peu l'esprit du jeu. Tu sais, dans le jeu, t'as ces situations-là aussi qui se produisent. Ouais, mais c'est ça, c'est comme... Tu sais, oui, c'est une thématique historique, mais c'est vraiment pas proche de ce qui s'est passé pour vrai, là. Mais en même temps, les Vikings qui attaquent les Atlantes... Si tu combines Legend ouais, avec moi je te parle juste de classique, là. Dans le classique, c'est tous des peuples qui ont déjà existé, puis tu sais, il y a juste les Romains qui peuvent avoir Jules César. Ben il y a juste les Américains qui peuvent avoir Teddy Roosevelt aussi. Ouais, mais ouais, je vois un peu qu'est-ce que tu veux dire. C'est sûr que dans l'extension Terra Incognita, là on ajoute un peu plus de similarité avec le peuple en ajoutant les technologies uniques. Mais c'est vrai que on verra pas Gilgamesh affronter Teddy Roosevelt dans l'histoire. Non, puis c'est pas les Vikings qui vont construire les pyramides de Gizeh, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais tu peux faire les pyramides de Gizeh. Parce que dans Imperium classique, je pense pas. Tu sais, les merveilles, tu sais, les chefs-d'œuvre de l'humanité, ils sont... Ben, ça va être tes cartes de développement, justement, qui vont être uniques à ton peuple. Ouais. Fait que le phare d'Alexandrie, c'est les Macédoniens qui vont le faire, pas n'importe qui. Mais j'ai quand même senti que, tu sais, l'aspect progression, l'aspect évolution de ta civilisation est plus important pis plus grandiose dans Civilisation que dans Imperium. Je sais pas. Parce qu'au final, tu sais, oui, tes cartes d'action, ils changent un peu, mais c'est juste une version un peu meilleure de la même action. Hein. Un peu meilleure, mais tu passes tu fais passes des avions, oui, mais tu fais des bombes quand nucléaires. tu fais des avions, tu fais juste attaquer encore, c'est juste que tu peux attaquer plus loin puis un peu plus fort. Mécaniquement, il y a pas de différence entre attaquer avec tes petites épées de l'âge 1 versus tes avions, à part que tu peux aller à 3 ou 4 cases puis t'attaques à plus 3 plutôt que d'aller à 2 cases puis attaquer à plus 0. Mais tu peux faire l'Empire State Building, tu peux faire les pyramides, oui, mais j'ai l'impression qu'on va plus loin. Tu sais, dans Imperium, on va rester un peu plus dans le cadre réel, tu sais. Tu sais, on va respecter un peu, comme tu disais, tu sais, on respecte un peu plus
ce que cette civilisation était, puis on va pas aller trop loin. C'est ça, le jeu est plus restreint dans son scope, puis ça y permet d'être plus fidèle au matériel source. Ça dépend si tu dis que dans Imperium, le matériel source, c'est l'histoire, puis que dans Civilisation, c'est le jeu vidéo. Mais là, c'est... Ouais, mais le jeu vidéo, il s'inspire de l'histoire. Un peu, avec des petits croches, on va dire. Fait que ça, c'est l'aspect progression. Si on y va, aspect interaction. Parce que tu sais, là, les civilisations, il y a des civilisations qui se sont entre-détruites et des civilisations qui se sont attaquées. Fait que là, j'ai envie de parler d'interaction. Je t'avoue que, pour moi, au point d'interaction, je pense que l'interaction peut être limitée dans une partie dans les deux jeux. Ouais, l'interaction, c'est plus comme, c'est une course. Ouais. Dans New Dawn, c'est une course aux objectifs. Mm-hmm. Une course aux merveilles, un peu, des fois. Versus dans Imperium, c'est vraiment une course à mettre fin à la partie puis t'assurer d'avoir plus de points que l'autre quand tu mets fin à la partie. Ouais, puis dans les deux cas, tu sais, c'est ça, les interactions dans ton deck building, tu sais, les cartes, des fois on a eu quelques petites interactions, mais c'était pas non plus des gros take-that qui ont ruiné tout ton tour ou... Non, tu sais, des fois ça arrivait que tu sacrais à ton tour parce que j'avais pris la carte que toi tu pensais peut-être acheter, mais tu sais, honnêtement, je surveillais pas assez ce que tu faisais pour savoir que c'est cette carte-là que tu voulais. C'est ça, puis tu sais, suivre le deck de quelqu'un d'autre, puis tu sais, quand tu commences à avoir plus de joueurs aussi, tu peux pas... c'est dur de garder le fil. Ouais, on va en parler justement du nombre de joueurs. Dans Imperium classique, dans la boîte, c'est 1 à 4 joueurs. Le mode solo, c'est sûr qu'il y en a un, tu sais, c'est David Turtier, ouais. L'auteur de jeu qui a probablement pas d'amis. Ah, ça c'est méchant. Ben, parce qu'il y a personne qui veut jouer à des jeux avec lui, il est obligé de faire des modes solo à tout. Ou c'est parce qu'il est trop bon, fait que là, il a décidé de dire, ben, vu que tout le monde est trop bon, je vais faire un AI qui va être meilleur que tous mes amis. Mais blague à part, c'est ça. Le mode solo dans classique, il est vraiment bien fait. On va virer une carte pour savoir qu'est-ce que l'AI fait ce tour-ci. Fait qu'on regarde c'est quoi les icônes qui sont sur la carte. Puis là, chaque peuple a comme son petit tableau qui va nous dire, bon, ben, si c'est telle icône qui est sur la carte, fais telle action. Si c'est pas ça, va à telle affaire à la place. Puis sinon... Fait que c'est un peu... Tu sais, ça prend quand même un certain temps à l'apprendre, là. Mais un coup que t'as compris la logique, tu sais, à chaque tour, tu fais la carte, tu checkes la table, ok, je fais ça, bang, 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 je reviens à moi. Puis le défi, est-tu intéressant, ouais? J'ai juste joué une fois, puis il y a 4 ou 5 niveaux de difficulté, je pense. J'ai joué au plus facile, puis j'ai complètement éclaté le AI. Mais après ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'errata sur Board Game Geek. Je me rappelle plus c'était quoi exactement, là, mais il y a une couple de règles là, qui ont été vraiment, vraiment changées. Pour que ce soit un bon défi. Pour que ce soit plus dur. Il y en a d'autres que j'ai pas faites, mais qui m'auraient peut-être nui même. Mais en tout cas, bref, je pense que même si j'avais joué avec les règles normales, j'ai tellement dominé que je l'aurais gagné pareil. Mais c'est ça, c'est que j'étais vraiment au niveau facile. Là. Trop facile. T'sais, dans le livre, ça dit on vous recommande ce niveau pour la première partie, mais... Vous êtes supposé à gagner. Ouais, j'imagine, là. Mais c'est ça, tu peux quand même craquer la difficulté, puis là, il va faire beaucoup plus d'actions, le bot, fait que la fin de la partie va arriver plus vite, fait que t'as moins le temps de faire tes affaires, ça. Civilisation a aussi un mode solo que j'ai pas essayé, c'est un print and play, là. Dans le fond, on a des cartes qu'on peut faire imprimer, puis dans le fond, ça gère les actions d'une civilisation contre laquelle on pourrait jouer. Malheureusement, je peux pas commenter parce que j'ai pas joué à ça, mais je pense que j'ai de la misère à avoir l'intérêt que j'aurais à jouer à ce jeu-là tout seul. Ça peut être le fun, tu sais, d'interagir avec les autres joueurs autour de la table. Peut-être un petit aspect diplomatie, des fois, là, d'essayer de convaincre quelqu'un d'aller taper sur un autre parce qu'il commence à être pas pire bon, tu sais. Je sais pas, on vient de parler qu'il y avait pas beaucoup d'interaction. Ben, il y en a pas des tonnes, mais il peut y avoir cet aspect-là. Puis là, tu peux pas faire de la diplomatie avec un robot. Non. Ben, en tout cas, pas avec un paquet de cartes. Non. Ben, moi, de mon côté, Imperium, j'ai trouvé que le mode solo, il était vraiment le fun. Puis, il vient aussi avec une espèce de campagne, là. Fait que tu dans le fond, tu choisis une civilisation, puis tu joues contre toutes les autres, séquentiellement, puis là, t'as des petits objectifs à accomplir à chaque fois, là. Fait que il y a de quoi s'amuser beaucoup avec. Ouais. Il a été peut-être plus pensé, tu sais, dans le cas de civilisation, tu sais, ça a été rajouté par après. Ouais. Là, c'est David Turtier, il a probablement dit, bah, on va faire un mode solo qui se tient comme fou. C'est ça. Mais à l'inverse, par contre,
Je serais pas tant intéressé à jouer à Imperium Classic à plus que 2 joueurs parce que ça serait un peu trop long avant que ton tour y revienne. Même à 2, des fois, on se disait, bon, t'as-tu fini, là? Ouais, comme... tu sais, t'as 3 actions, puis des fois, faut que tu réfléchisses, c'est déchirant, puis des fois, t'as des... Ben, c'est il y a des combos de cartes c'est aussi. Ça, là, il y a à des Mané, actions c'est- qui en déclenchent d'autres, qui te font piger d'autres cartes. Fait que là, faut que tu regardes laquelle que tu vas jouer parmi celles que t'as pigées pis tout ça. Fait que d'habitude, quand ça revient à ton tour, t'es déjà prêt au moins pour ta première action. Puis là, des fois, peut-être que la deuxième pis la troisième, ça va dépendre de qu'est-ce qui va découler des bonus que t'as eu de la première. Fait que c'est ça, t'as hâte que ton tour en revienne déjà à 2. Fait que j'ose pas imaginer à 4. Là. Ouais. Civilisation, à côté, tu sais, partout tu fais une action, puis c'est assez direct, tu sais. Les fois où, des fois, tu dois faire des choix, tu sais, il y a moyen que tu les fasses une fois que ton tour est fini, tu sais, je pense à quand tu veux choisir ta technologie, tu sais, des fois tu te dis, ok, je vais améliorer ma technologie, mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais choisir, tu sais, les autres, des fois, ils peuvent jouer entre-temps. Ouais, c'est ça. Il y a un bon roulement. Exact. Puis à l'inverse, c'est ça, comme tu dis, solo, il a pas l'air de t'attirer tant. Même à 2, je suis pas sûr que c'est lui que je sortirais. Là. Je l'ai essayé à 2. En fait, quand j'ai joué à 2, j'ai joué avec Terra Incognita. Puis là, j'ai vu une grosse faille. Parce que dans ce cas-là, on mettait un peu plus l'accent au militaire, parce on était obligé à un moment d'aller conquérir un fort pour pouvoir gagner la partie. Puis là, à 2, celui qui avait un peuple militaire avait clairement un avantage considérable. Ok, y a-tu plus qu'un fort? Il y en avait, à 2 joueurs, on en avait 2. Je pense qu'il peut en avoir plus. Mais d'abord, c'est-tu si important que ça d'avoir un meilleur militaire? S'il y a un fort par joueur, t'es pas obligé de te battre avec l'autre pour l'avoir. Mais il faut que tu te battes contre le fort. Ah, ouais, Ouais. mais je veux dire, comme... Ouais, ça va être plus facile d'avoir cet objectif-là, mais tu sais, il y en a quand même 3 autres. L'autre, Ouais. il va peut-être être Mais là- avantagé sur ceux-là, non? Mais c'est qu'ils pouvaient, dans le fond, contrôler 2 forts plus facilement. Tu sais, dans la partie où on avait joué, il y avait 2 forts. Lui, il avait positionné sa tuile pour être voisin presque à 2 forts, alors que moi, j'étais voisin à 1. Il a été chercher le premier facile, j'ai jamais pu avancer jusque-là. Puis là, le deuxième était un peu plus contesté, mais vu que lui, il était une situation pas mal plus militaire, qui avait des pouvoirs militaires. Mais c'est pas... tu sais, comme dans le jeu de base, aussitôt que tu réussis un objectif, tu mets ton jeton dessus, puis après ça, si tu perds la condition, tu l'as encore. Pas pour les forts. Ah, ok. Fait qu'on a un peu cette dynamique-là qui change. Fait à 2 joueurs, c'est peut-être aussi une question des civilisations qu'on a pogné, Ouais. mais j'avais un peu moins apprécié. Ben, je pense que Board Game Geek est pas mal d'accord avec toi, là. Je pense qu'il recommande de jouer à 3 ou 4, là, plus qu'à 2 ou 1. Puis l'inverse pour Imperium, là, il est seulement recommandé à 1 ou 2. Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'on a vraiment des nombres de joueurs préférés distincts entre les deux jeux. C'est ça. Fait que si vous êtes 1 ou 2, jouez à Imperium classique. Si vous êtes plus nombreux, ben jouez à Civilisation, à New Dawn. Puis ouais, c'est ça. Puis l'extension, dans le fond, elle rajoute un 5e joueur. Mais là... On en a parlé la semaine passée de ça, les Ouais, le expansions 5e qui joueur. rajoutent des 5e joueurs, puis à quel point que c'est tout le temps pertinent puis le fun. C'est ça, ouais. Ben là, ce que j'allais dire, c'est justement, moi, je l'ai pas essayé à 5. Le plus que j'ai joué à Civilisation, ça a été 4. Puis ça a été une bonne expérience. Je sais pas si 5, ça rajoute du fun. Ou si... Ça va juste être plus long, je pense. Ouais. Parce que des fois, même à 4, si un des joueurs souffre de La paralysie de l'analyse. Martin. Hugo, non. Ben, j'ai pas joué à ce jeu-là avec Hugo. Non. Ben, j'ai joué avec Hugo puis Martin une fois. Ça a été un peu long. Mais c'est pas grave, on vous aime pareil. Ouais, on vous salue, qu'on vous aime pareil. On sait que vous écoutez. Mais bref, ouais, des fois, à 4, c'est un peu long avant que ton tour y revienne. Qu'à 5, je pense pas que ça va être mieux. Ouais. Puis comme on disait, il y a pas une si grosse interaction entre les joueurs, fait que de rajouter un joueur de plus. Ouais. Avec l'extension, il y a plus de militaires, peut-être plus d'interaction, mais je sais pas, ouais. Si on reste avec le jeu de base, c'est ça. 3-4, c'est parfait. C'est ça. Niveau matériel, qualité de production, moi je trouve que Imperium classique, les illustrations sont vraiment cool, là. C'est de Miko, là, donc le même artiste qui a fait toutes les North Sea, West Kingdom. Ouais, on voit un peu le style, mais tu sais, il y a comme plus de traits, tu sais, il est un peu moins défini, mais ils sont beaux, tu sais. Moi aussi, je trouvais que les cartes étaient belles. Pis tu sais, c'est ça. Sinon, il y a les jetons, c'est des jetons de qualité. Il y a pas beaucoup de matériel, là, c'est un deck building, là. Fait qu'il y a des cartes pis des jetons, pis c'est à peu près ça.
l'insert dans la boîte qui est super bien fait. Ah ouais, les paquets de cartes Les paquets de cartes sont bien séparés, ça te dit mettre quoi où, puis c'est parfait. Ouais. Ben regarde, on peut parler de l'insert de Civilisation. Fantasy Flight, c'est tout ce qu'on a à dire. Ouais. Si ça fait longtemps que vous jouez à des jeux, vous savez que c'est un insert de marde. Ben, moi, tu sais, je pense que j'ai compris. C'est parce que c'est un insert, mais c'est pas I-N-S-E-R-T. C'est I-N-S-A-I-R. C'est pour qu'il y ait plus d'air dans la boîte. OK. L'insert, il sert à rien. Mais j'aime bien l'esthétique du jeu. Il va vraiment rappeler le jeu vidéo. Je trouve que le choix de couleurs est intéressant aussi. Tu sais, on a le bleu, le rouge, le vert. Tu sais, ils sont pas comme... Le bleu et le vert, ça ressemble beaucoup. Ils sont pas saturés, mais c'est pas des couleurs saturées, tu sais, comme le bleu intense, là, que le code RGB, c'est le bleu dans le tapis pis la titre. Mm-hmm. On a comme une bleu turquoise un peu, tu sais. Fait que je trouve qu'il est bien. On a aussi, c'est pour les villes, on a des petites mini-villes, des petites mini-carrioles. C'est sûr que, tu sais, les cartes actions, eux autres, le symbole, il est assez générique, là. Tu sais, t'en as un, c'est un mouton, t'en as un, c'est un petit avion, tu sais, ces dessins-là sont pas nécessairement beaux. Mais, j'aime aussi le plateau. Tu sais, on voit bien quel type de terrain, tu sais, c'est quand même clair. Une chance, parce que c'est quand même assez important. Ouais, non, c'est majeur, là. Si on pouvait pas les distinguer, les X, on serait mal pris. Mais c'est ça. En même temps, on peut pas comparer. C'est dur de comparer sur un même pied d'égalité un jeu de deck building avec des composantes restreintes avec un jeu qui se veut avoir une présence sur la table un peu plus importante, là. Fait que je trouve ça semi pas juste de les comparer parce que je pense que, comme tu dis, tu sais, c'est dur de les comparer entre eux, mais si on les compare avec d'autres jeux du même genre, style, je pense que Imperium est comme top notch versus Civilisation, il est bon. Tu sais, les mini pourraient être un peu mieux, les illustrations, ces cartes pourraient être un peu mieux aussi. Ouais. Le choix de couleur est cool, mais c'est vrai que sinon, ça pourrait être mieux. Je pense que peut-être, il y a aussi, tu sais, les merveilles, des fois, c'est pas toujours évident de savoir laquelle, parce c'est... que après ça, c'est important de savoir, mais quel pouvoir est associé à quelle ville que je peux aller prendre pour te voler ce pouvoir-là, justement. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Tu sais, t'as un petit indice avec la couleur, mais tu sais, si t'as des merveilles des mêmes couleurs, tu sais, ça peut donner étonnant. Puis après, si t'es obligé de demander à l'autre, quelle merveille qui est où, mais ouais, tu dévoiles un peu tes intentions. C'est ça. Je pense qu'on s'entend pour dire que Civilisation, c'est un jeu qui est un peu plus merveilleux. Non, on s'entend pas pour dire ça. Parce qu'il y a des merveilles naturelles et des merveilles construites. Hein. 2 fois merveilleux. Ouais. Hashtag Team Vince. Donc, ça fait le tour pour nous. C'est à votre tour de parler maintenant. Écrivez-nous, boardgameduel@gmail.com. Vous pouvez aussi nous parler sur notre Discord. Sur notre Facebook, sur notre Instagram. Puis dites-nous, vous, c'est quoi votre jeu de civilisation préféré? C'est quoi votre civilisation préférée quand vous jouez à un jeu de civilisation? Oui. Est-ce que vous êtes du genre à toujours prendre les Grecs pour avoir Sparta? Ou vous préférez des Vikings qui font des raids? Puis dites-nous, lequel des deux jeux qui vous tente le plus? Êtes-vous #Team Sam avec Imperium Classic? Ou #Team Vince avec Sid Meier's Civilization A New Dawn? Puis en terminant, merci à Chrysalis pour notre chanson thème et surtout, merci à vous de nous écouter et de partager le podcast avec vos amis qui pourraient aimer ça aussi. On aime ça toujours grandir notre audience et c'est grâce à vous qu'on peut le faire. Oui, n'oubliez pas aussi, envoyez-nous vos questions pour qu'on fasse notre épisode de questions-réponses. Oui. Donc, j'étais Vince. Et je suis toujours Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Passe de barbare à civilisé, ça, toi, tu l'as pas fait pendant la game parce que c'était pas assez bon, là, mais... mais si tu joues compétemment, Compétemment. C'est un mot, ça? Si t'es compétent,